Notre invité ce soir est le général Didier Tauzin, général de division. Vous avez commandé le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le premier RPIMA. Vous êtes un ancien des forces spéciales. Vous avez participé aux opérations militaires au Rwanda. Mon général, quelle est votre réaction personnelle aux attentats islamistes à Paris? La France est-elle en guerre? Ma réaction personnelle, c'est-à-dire comme citoyen, d'abord, c'est la colère. Bien sûr, la colère de voir ces attentats, de constater ces morts, et aussi la colère devant l'impréparation, enfin, le fait que ce soit produit tout simplement. Nous avons eu au mois de janvier déjà des attentats, nous étions en droit quand même, nous citoyens, d'attendre que notre gouvernement ait fait quelque chose de sérieux, de conséquent pour éviter ceci. Monsieur Hollande a osé dire, avant qu'on ait même identifié les agresseurs, nous les connaissons, et que l'a-t-on fait pour empêcher les attentats? Ça, c'est la première chose, la colère. Il faut, je l'ai dit, je répète, désigner l'ennemi, le wahhabisme. Il faut aussi quitter l'OTAN. L'OTAN est une machine qui n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus aucune justification défensive depuis la fin de l'URSS, c'est-à-dire 1990. Et aujourd'hui, ça ne sert plus qu'à légitimer l'impérialisme américain. Avec ça, nous pouvons très bien nous retrouver en guerre contre la Russie, en Ukraine, ou contre la Chine éventuellement. Si telle est la volonté des Américains. Il faut rompre avec l'OTAN. J'ai pas dit avec le peuple américain, qui est un peuple ami, c'est évident. Mais entre l'amitié et la vassalité, il y a une grande différence. Aujourd'hui, la France est vassale. C'est intolérable. Et ensuite, il faut non pas faire une alliance ferme, écrite, etc., mais il faut nous retourner vers la Russie, avec laquelle nous avons non seulement une communauté de civilisation très forte, très profonde, très ancienne. La Russie d'aujourd'hui n'est pas l'URSS. La Russie n'est pas ennemie de la France ni de l'Europe. La Russie a complètement changé depuis 30 ans, bientôt 30 ans. Donc, beaucoup de proximité de civilisation, beaucoup d'intérêts en commun, parce que si la Russie est intervenue en Syrie, c'est pas uniquement pour le port de Tartous. C'est aussi parce qu'elle a une menace islamiste sur son pays. Elle préfère donc aller chasser les islamistes russes et djihadistes russes en Syrie plutôt que d'avoir encore à le faire en Russie même. C'est quand même une stratégie totalement logique, celle-là. Donc nous devrions nous entendre avec les Russes, un partenariat avec eux pour détruire Daesh. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi arrêter le flot des migrants. Il est évident que parmi les migrants, il y a des djihadistes. Il est évident que ce flot de migrants va déstabiliser l'Europe. Il en entre 10 000 par jour, 3 600 000 par an. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Nous allons déstabiliser l'Europe. Il faut arrêter le flot des migrants. Donc, il faut aller mettre hors d'état de nuire les passeurs. C'est facile. Nous les connaissons. On connaît leur numéro de téléphone. Il faut tout simplement le vouloir. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut arrêter les flux d'armes, en particulier de Kalachnikov. Nous savons qu'elles viennent essentiellement du Kosovo. Eh bien, il faut arrêter ces filières. Donc, vous voyez, toute une série d'actions. Il faut bloquer les côtes turques et libyennes, sans pis si les Turcs ne sont pas contents. Il le faut. C'est une nécessité de survie aujourd'hui pour l'Europe. Il faut essayer d'impliquer l'Europe derrière nous dans cette affaire, c'est évident. Et si l'Europe ne le veut pas, il faut le faire nous-mêmes, avec les gens qui le voudront, avec les Russes. Je pense que nous pouvons aussi nous entendre avec les Égyptiens dans cette affaire. Et enfin, il y a sur le territoire national. Sur le territoire national, il y a quantité de choses à faire. Vous avez commandé le premier RPIMA. Est-ce que vous pensez que dans une coalition que vous prenez avec les Russes en priorité, si j'ai bien compris, on peut faire l'impasse sur une intervention au sol? Est-ce que c'est réaliste? Aucune guerre ne peut se gagner sans intervention au sol. Vous en savez les conséquences. Mais bien sûr, mais attendez, quand on fait la guerre, on prend des risques. On le sait. On le sait. Sinon, on ne se fait pas soldat. Hein? Sur des Occidentaux sur la terre d'islam. Vous savez Et alors Vous pensez que ça ne peut pas accroître le conflit? Et il y a bien des chrétiens en terre d'islam, comme on dit. Et pourquoi terre d'islam? Pourquoi terre d'islam? Il y avait 10% de chrétiens dans cette région, en Syrie, en Irak, encore récemment. Maintenant, il n'y en a quasiment plus, du fait de Daesh, du fait du wahhabisme, du fait aussi donc de notre politique erratique à côté des Américains. Notre politique erratique du côté. Pourquoi terre d'islam? Il ne faut pas donner. Je dis bien, il ne faut pas donner. Et là, en cela,
un appui, si je peux dire, de poids en la personne de Kamel Béchik, que j'ai rencontré hier dans le train, en venant, et avec qui j'ai passé 1h30. Kamel Béchik qui me dit, entre autres choses, oui, je suis musulman, mais je suis d'abord français. Je suis d'abord français. Et puis, la religion, c'est une affaire personnelle. Et puis, à force de dire il ne faut pas d'amalgame et de ne pas désigner l'ennemi, si on ne désigne pas l'ennemi, on aura de l'amalgame. Et puis, il faut des troupes, etc., etc. Musulmans. Donc, je crois qu'il faut ne pas donner dans l'idéologie des wahhabites le Dar el-Harb, la terre de la guerre, et le Dar el-Islam, la terre de l'islam. Nous sommes chez nous ici, ils sont là-bas, et ici nous avons des musulmans, il peut très bien y avoir des chrétiens là-bas, il y en avait jusqu'à encore une date récente, je ne vois pas pourquoi on n'enverrait pas de soldats français sur place. D'autant plus qu'il n'y a pas que des musulmans et des chrétiens, il y a aussi les alaouites qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, il y a les druzes, etc. Alors, j'ai regardé... Par contre, pardonnez-moi, je vous en prie. On n'a plus les effectifs suffisants aujourd'hui, ça c'est clair. Alors moi, ce que je suggérerais volontiers, parmi les nombreux jeunes hommes syriens qui sont ici chez nous, eh bien écoutez, on les enrôle, on en fait des régiments, encadrés par des officiers français, et on les envoie là-bas. Ne serait-ce que pour sécuriser les zones qui auront été libérées. Pour défendre leur patrie, leur famille. Mais attendez, c'est clair. Alors, j'avais dit la conduite de François Hollande est indigne relativement à sa décision d'envoyer les cendres de Jean Zay au Panthéon. Jean Zay qui avait traité le drapeau tricolore de torche-cul. Je maintiens que la conduite de François Hollande en la matière était indigne. Bon, ici, sa conduite n'est pas indigne. Elle est, comment dire, je ne sais pas comment dire d'ailleurs. Nous attendons un chef. Mais il n'est pas chef, cet homme-là. Il est dans un habit qui est infiniment trop grand pour lui. Il est président de la République, d'accord, mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas chef. Il se met quasiment à pleurer devant les caméras. Mais en temps de guerre, le chef des armées, chef militaire, qui se met à pleurer parce qu'il y a des morts. Mais c'est pas possible qu'il y ait de la compassion. C'est normal. Il en faut de la compassion. Moi aussi, j'en ai. Et j'ai prié pour les victimes. L'a-t-il fait, lui? Mais ceci étant, il est chef de guerre. On attend autre chose de lui. Non, je suis désolé, c'est un mou, il n'est pas à sa place, c'est pas un chef. Et pourquoi vous dites que la guerre va continuer? La guerre va continuer parce que, voyez-vous, si du moins nous ne prenons pas les mesures adéquates pour qu'elle cesse. Si on continue d'avoir des M. Hollande ou M. Sarkozy, elle continuera la guerre. Si nous continuons d'avoir la même classe politique qui pense beaucoup plus, M. Valls, quelques heures avant seulement les attentats, nous disait qu'il faut barrer la route au Front National. Mais quel intérêt? À côté des 130 morts. Quel intérêt? Bien. Et elle continuera parce que, d'un côté, nous continuerons d'être, nous, dans dans une zone de dépression idéologique, spirituelle, intellectuelle, des gens qui sont tentés, une nation qui est tentée par le suicide, par le déclin, etc., et qui voit à court terme, qui est matérialiste, alors que eux, de l'autre côté, voient non seulement à long terme, mais à l'échelle des siècles. À l'échelle des siècles. Nous avons peur de la mort, ils n'ont pas peur de la mort. Ils l'ont prouvé, même s'ils sont instrumentalisés. Ok, d'accord, mais ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont prêts à tout. Ils veulent conquérir. Nous voulons simplement nous protéger. C'est ahurissant. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, surtout avec des wahhabites, si nous ne sommes pas fermes, si nous ne montrons pas une détermination totale, et si nous n'agissons pas en fonction de cette détermination, la guerre continuera. Et elle peut continuer jusqu'à la disparition de la France, ou l'islamisation de la France. Et vous avez écrit un ouvrage dont le succès ne se dément pas, qui s'appelle « Rebâtir la France ». Et de manière surprenante, vous êtes dans une vision quand même bien différente en fait, de certains journalistes ou intellectuels. On pense bien évidemment à Éric Zemmour, qui lui fait le même constat que vous, mais en conclut que la France s'est suicidée, oui. Et que donc la France, c'est fini. Et vous n'avez pas cette vision-là. Vous avez, au contraire, vous me disiez même avant le début de cet entretien, c'est pas un secret, on avait toujours ce moyen de repartir. C'était le militaire qui parlait. Non seulement c'est les militaires, mais ce sont les leçons de l'histoire de France. Je crois que c'est un Britannique qui, au moment de la Révolution de 89, alors que ses concitoyens se réjouissaient de voir la France dans l'état de délabrement avancé dans lequel elle était, leur disait « Méfiez-vous,
la France est l'un des pays, le pays qui connaît les plus grands abaissements, suivi des plus grands redressements. Et c'est quelque chose qu'on a connu tout au long de notre histoire, tout ça. Et je suis intimement persuadé que la France vivra. Elle va rebondir. Cette occasion de cette guerre qui nous est faite, Daesh, les migrants, les migrants, l'invasion, il faudrait quand même dire les choses telles que je les pense, et puis ces attentats en France sont effectivement très durs à vivre. Mais c'est une formidable occasion de rebondir. Et c'est là qu'il nous faudrait un chef à la hauteur, que nous n'avons pas. Et donc, moi, je crois qu'en la circonstance, et en toute chose, il y a non seulement de l'espoir, mais il faut se remémorer 3 mots extrêmement forts qui doivent nous guider aujourd'hui et pour toujours. Courage, confiance et calme. Dans l'adversité, courage, confiance et calme. Et c'est le redire personnellement, quotidiennement. Et c'est les dire à notre entourage. Courage, confiance et calme. C'est avec courage que vous avez été soldat, c'est avec confiance que vous croyez en votre patrie, c'est avec calme aussi que vous avancez sur la scène politique. Est-ce que les événements vous renforcent dans votre idée, d'une manière ou d'une autre, de vous mettre au service de la patrie un peu plus? Vous aviez dit aussi sur TV Liberté, président de la République, pourquoi pas? Oui, mais je répète, président de la République, enfin, candidat à la présidence de la République, parce que pourquoi pas, oui, et je ne peux pas prendre ma décision fermement aujourd'hui, c'est évident, mais chaque jour qui passe m'avance vers cette décision, et au mois de février, mars, je ne sais pas exactement, je publierai un nouveau livre qui sera un projet pour le quinquennat. Très objectivement, et nous continuerons. Je dis nous parce que j'ai une équipe avec moi maintenant, et nous allons maintenant, dans les jours qui viennent, avant la fin de l'année, créer un mouvement politique qui est appelé à porter ma candidature éventuelle, probable. L'État sclérose complètement les capacités des Français. Il faut donc d'abord, c'est l'une des premières choses à faire, ramener l'État à ses fonctions, réduire drastiquement la dépense publique, ce qui donnera à la nation une capacité de financement qui lui permettra de rebondir. Et vous verrez, dès lors, ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, il faut bien entendu rebâtir la politique comme service. Aujourd'hui, ce n'est plus un service. Il faut rebâtir la politique comme service de la France et des Français. Et donc revenir à notre conception traditionnelle de la politique, ce qui suppose aussi de revenir à la conception française et occidentale de l'homme. L'homme qui est créé, que ce soit d'un dieu ou par la nature, il est créé. Voilà. Et tout doit être mis à son service. L'économie, les technologies, enfin tout est mis à son service. Et à partir de là, si vous voulez, nous rebâtirons la France sur plusieurs piliers. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Oui. Écoutez, on n'est pas tenu par le voilà. temps. À partir de là, nous rebâtirons la France. La libération des énergies, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout à fait nécessaire. Il faut repartir aussi des familles, de la famille, parce que il est clair que la famille, dans tous les pays, ce n'est pas comment dire propre à la France, c'est partout. La famille reste la cellule de base de la société. C'est elle qui assure le renouvellement des générations. C'est elle qui est le premier lieu de civilisation et d'humanisation de l'homme. Elle est le premier lieu économique. Elle est le refuge, etc., etc. Voilà. Donc une politique de la famille et de l'enfant. Jamais oublier. Politique de la famille et de l'enfant très forte pour redonner vie à nos familles qui aujourd'hui souffrent terriblement. Hein? Ensuite, il y a la cohésion nationale, j'en parlais tout à l'heure. Alors là, il y a énormément à faire. J'ai parlé du service national, mais refaire l'ascenseur social. Il n'existe plus cet ascenseur social. Même dans les armées, on a beaucoup de difficultés à le maintenir. Hein, même dans les armées. Donc ça suppose bien sûr aider les plus faibles et les favoriser, c'est évident. C'est ce que j'ai fait autrefois dans ma dernière année de vie professionnelle en créant l'établissement public d'insertion de la défense. Mais il faut aussi responsabiliser les Français. C'est ça l'État-providence. La providence, c'est pas de tout faire à la place des Français, de leur donner tout à manger sans qu'ils n'aient rien à faire. Non, c'est au contraire de les responsabiliser. La responsabilité est l'un des facteurs de la dignité de la personne. Voilà. Responsabilité personnelle, responsabilité de son époux, de ses enfants et puis de la nation. Nous sommes tous co-responsables du bien commun. Et enfin l'enseignement. Vous êtes en campagne ? Je ne suis pas en campagne, je réfléchis, j'avance. Ça a tout l'air. Non, je ne suis pas. Oui, si ça viendra un jour, sans doute. Bon, alors on a l'occasion de vous revoir dans ce cas. Merci. Merci.